première Valençol se remonte au 1er juillet 1965. J'ai eu l'occasion, je pense avoir été le seul ufologue en France à avoir rencontré de face à face Monsieur Maurice Mas. J'ai une photo que j'ai faite avec lui. Maurice Mas m'a d'abord très mal reçu parce que tout le monde s'était moqué de lui. Et moi j'ai pris un peu l'affaire dans un autre sens, j'ai essayé de le faire parler. Et comme j'ai dit à Maurice Mas, je vous promets que je n'écrirai jamais une seule ligne sur tout ce que vous m'avez raconté. Car il y a beaucoup de gens à Valençol qui connaissaient Maurice Mas, qui connaissaient son sérieux, et qui peuvent vous dire que Valençol a plusieurs fois été survolé par des UFO. Il y a une affaire d'ailleurs très intéressante, il y a 3 rapports de gendarmerie que je pourrais vous montrer tout à l'heure de la brigade de Digne. Ces rapports de gendarmerie se rapportent à cet atterrissage. Et à l'époque, il y avait un colonel, je ne le nommerai pas pour des raisons que vous avez devinées, qui a été frappé par ce qu'il a constaté sur le sol. Lors de l'atterrissage, il y a eu un coup de chaleur au sol qui devait à peu près correspondre à 2000 degrés centigrades. Pendant 1 an, tout autour de l'endroit où l'objet s'est posé, je ne dis pas un ovni, je dis un objet, la lavande n'a jamais plus repoussé. J'ai des photos de l'époque qui prouvent que la nature a reçu un choc thermique. Et par d'autres sources, je peux vous dire que 100 mètres en dessous du point où l'objet s'est posé, il y a eu quelque chose qui a été enterré. On s'est aperçu que la gravité n'était pas la même que celle qui était tout autour du point d'impact de ce mystérieux objet qui s'est posé et qui a été vu par M. Maurice Mas. L'affaire est très très sérieuse, il y a 3 rapports de gendarmerie que je détiens, 3 rapports de gendarmerie concernant cet atterrissage, concernant l'attitude du témoin, et il y a un colonel qui s'est intéressé de manière très très près à cette affaire. Il est allé fouiller dans les archives et il s'est aperçu que ce n'était pas la première fois que des objets volants non identifiés se posaient dans ce secteur. Et je pense qu'il a voulu aller un peu trop loin. Il a été muté quelques mois plus tard à Madagascar. Je ne vous citerai pas son nom par charité chrétienne. C'est pas qu'on nous la cache, on nous la dissimule. Je crois qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas un phénomène purement français. Vous savez qu'il y a eu, il y a 1 mois, il y a eu une rencontre aux États-Unis entre différents chercheurs de très haut niveau qui se sont réunis pour que soit révélée au peuple américain la vérité sur ces vecteurs qui violent les espaces aériens aussi bien américains que les espaces aériens français. On les voit partout dans le monde. Alors moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est en France, c'est qu'en tant que contribuable, je paye des impôts pour la défense en surface du territoire, grâce à un magnifique réseau radar qui fonctionne parfaitement, grâce à des avions de chasse comme le Rafale qui vient de sortir, et qu'on n'intercepte jamais ces engins. Et pourtant, il y a eu des tentatives, sinon d'interception, du moins de contacts rapprochés. Je pense au colonel de Brouwer en Belgique, qui a envoyé la chasse derrière un ovni, et cet ovni se jouait des chasseurs les plus modernes, en étant stationnaire et en volant à 14 km/h et en faisant des chandelles à 3000 km/h en quelques secondes. J'ai un ami qui était pilote de 747 à la Sabena, qui un jour qu'il effectuait le trajet Bruxelles-Mexico, a été dérouté par l'aviation anglaise qui lui a demandé de tourner pendant 20 minutes parce qu'il avait un ovni au-dessus de son appareil. Lui ne l'avait pas vu, mais son copilote l'avait vu. Eh bien écoutez, cet ovni a été abattu par l'Air Force de l'Afrique du Sud. Ce document est classifié top secret, ne pas divulgué. L'affaire a eu lieu le 7 mai 1989 et son nom de code est Silver Diamond, c'est-à-dire le diamant d'argent. Cet objet est apparu au-dessus de la mer, il a été poursuivi par des chasseurs de l'aviation sud-africaine et il a été abattu, il est tombé dans le désert du Kalahari. Ça, nous avons toute la documentation que nous avions récupérée à l'époque où existait l'Institut Recherche et Connaissances pour le droit de savoir, où nous avions des correspondants dans le monde entier qui nous faisaient parvenir tous les documents qui leur tombaient entre les mains.
Écoutez, Lumière dans la nuit a été sans doute la revue la plus lue au moment des grandes vagues d'OVNI. Et permettez-moi de rendre un hommage particulier à Raymond Veillit qui a fondé cette revue et à un de ses collaborateurs aujourd'hui bien oublié qui s'appelle Monsieur Lagarde. Joël Ménard a repris un héritage très lourd car au moment où était publié Lumière dans la nuit, il avait des centaines et des centaines de lecteurs. Maintenant que les vagues d'OVNI ont un peu disparu et qu'une censure importante est imposée au phénomène, je crois que Joël a beaucoup de mal à faire vivre sa revue, comme toutes les revues ufologiques qui aujourd'hui sont diffusées. Elles sont diffusées avec très très peu d'exemplaires, ce qui est regrettable parce que chaque jour il y a des observations en France et que ces observations sont quand même enregistrées par la gendarmerie et de nombreux services officiels.